La main morte, the dead hand. En ce temps-là, in that time, in the 77th year of this reign, while the rest of the world was shared between pleasure, starvation and war, a very small kingdom, circled by seas, seemed to wrap itself. Threading the heavy necklace of days, everyone was adorning oneself, when, from this very small kingdom, a voice came up like a cry over the graves. The voice of a princess and her cavalier. She was so beautiful that when she appeared, no one would dare ask him where she was from. A princess in exile, black hair up, blood lips, her black eyebrows scratching with two accents the white skin of her face. Haughty and unpenetrable, she would wear boots and playing with her legs to jump like a crazy doll, dancing her revenge over the poisoned honey of childhood, while the rest of the world was only desolated walls, violence and pain. Not far from there, by the river Thames, in their garden of fantasy and curiosity, two princes who, as any prince, only loved in everything beauty and courage, spent most of their time drawing, painting, writing in notebooks or playing instruments. Being friends, they would hardly speak as they both preferred pure sound to any talk. But the princess, having heard about them, as they had heard about her, wanted to meet them, and as soon as she did, proposed them this pact. My voice is equal to your instrument. I can play with its chords as you do, and words coming out on my nose. Follow me. We'll be four of us, all equal. The voice, the beat, the bass, and the chords. And we will say with it the song of the soul of earth, having nothing between us but one low emotion. Astonished, but seduced by the passion of the princess, whose eyes were sending lightnings, they both accepted. And she was right. The music which aroused them from her energy and their delicateness exploded like a diamond. As they traveled a lot, playing from one end of the kingdom to the other, the news spread quickly. In each town, one ran to see them. The following year happened to be beautiful and difficult. The voice of the princess and her look were getting more pure every day. Her force was growing. The words seemed to place themselves on the sound they were discovering. Soon, their success was so big and unexpected that the Chancellor of the King, who took account of his gains, which happened to be much more than he first thought, presented himself in great honor with all his company and bowed at the feet of the princess, who was so proud that no flattery ever could move her, and he said to her, "Madam, His Majesty the King is so satisfied and charmed by your beauty that he sent me to offer you this reward, being certain that you will soon deserve much bigger honor." On hearing these words, the princess, although very troubled, and in spite of the slightly red face of the merchant, who didn't smile, just thanked the king for his kindness. But as soon as he left, with his equipage, she went on laughing, jumping as she used to like it. "Wonderful," she said. "Oh, my friends, we'll be the best. We have to." And not hiding her joy anymore, she fixed her dark eyes on those who were close to her. The princes, though, standing like statues, and who had not said a word during the whole scene, kept impassive. "Childishness," said one. "Flattery," said the other. "But, as it seems to be your pleasure, no ceremony, please." The wounded princess, incredulous, got darkened all of a sudden. But the blonde cavalier, faithful by her side, took her hand, brushing the incident away. "Your musicians are certainly very magnificent, but they seem so dark and distant. Your voice is so beautiful,
Why don't you put them in the background as a magnet? So that the princess, although very true, got convinced with time that there was not anything else to do and forgot about her engagement. Why should I refuse to please anyone? Where could there be any prejudice? Aren't we gifted and free? One has, said the princess, to be faithful to oneself and one's oath. And as each one of them seemed to keep misunderstood, they gradually ceased any discourse. 2 years had already passed, but the princess, more and more distant, would show up very rarely, and pale would lock themselves, whispering dark things to each other. The princess, troubled, was looking forward to better moments, hoping that the perspective of the next voyage would wake them up from their obstination. But nothing happened, and on this statement, they left for the north. On the very day of their arrival, the princess ran all over the town to the crowd. The princess behind her, like shadows, would stay dumb and static, until that moment when, for some reason, like a cloud on a troubled spirit, she in fury threatened them. Treason. From the eyes of the princess, a dagger look came, and the princess had not yet retrieved a fist, still in the air, but the princess had vanished. They had flown away, taking the music. The anger which was to follow was colossal. They better die, she wailed, and anyone who happens to meet them must kill them in my name. They were nothing to me anyway. They're only traitors. That night, the child in love came shivering on the doorstep while she was trying to collect herself. In the shadow behind her, an instrument was laying down, sending strange glitter. The child, taking the instrument in his arms like a baby, disappeared in the night. Testament d'Auguste Rodin. Jeunes gens qui voulaient être les officiants de la beauté, peut-être vous plaira-t-il de trouver ici le résumé d'une longue expérience. Aimez dévotement les maîtres qui vous précédèrent. Inclinez-vous devant Phidias et devant Michel-Ange. Admirez la divine sérénité de l'un, la farouche angoisse de l'autre. L'admiration est un vin généreux pour les nobles esprits. Gardez-vous cependant d'imiter vos aînés. Respectueux de la tradition, sachez discerner ce qu'elle renferme d'éternellement fécond. L'amour de la nature et la sincérité. Ce Ce sont les deux fortes passions des génies. Tous ont adoré la nature et jamais ils n'ont menti.
Ainsi, la tradition vous tend la clé grâce à laquelle vous vous évaderez de la routine. C'est la tradition elle-même qui vous recommande d'interroger sans cesse la réalité et qui vous défend de vous soumettre aveuglément à aucun maître. Que la nature soit votre unique déesse. Ayez en elle une foi absolue. Soyez certain qu'elle n'est jamais laide et bornez votre ambition à lui être fidèle. Tout est beau pour l'artiste, car en tout être et en toute chose, son regard pénétrant découvre le caractère, c'est-à-dire la vérité intérieure qui transparaît sous la forme. Et cette vérité, c'est la beauté même. Étudiez religieusement. Vous ne pourrez manquer de trouver la beauté parce que vous rencontrerez la vérité. Travaillez avec acharnement. Vous, statuaire, fortifiez en vous le sens de la profondeur. L'esprit se familiarise difficilement avec cette notion. Il ne se représente distinctement que des surfaces. Imaginer les formes en épaisseur lui est malaisé. C'est pourtant votre tâche. Avant tout, établissez nettement les grands plans des figures que vous sculptez. Accentuez vigoureusement l'orientation que vous donnez à chaque partie du corps, à la tête, aux épaules, au bassin, aux jambes. L'art réclame de la décision. C'est par la fuite bien accusée des lignes que vous plongez dans l'espace et que vous vous emparez de la profondeur. Quand vos plans sont arrêtés, tout est trouvé. Votre statue vit déjà. Les détails naissent et ils se disposent ensuite d'eux-mêmes. Lorsque vous modelez, ne pensez jamais en surface, mais en relief. Que votre esprit conçoive toute superficie comme l'extrémité d'un volume qui la pousse par derrière. Figurez-vous les formes comme pointées vers vous. Toute vie surgit d'un centre, puis elle germe et s'épanouit du dedans au dehors. De même, dans la belle sculpture, on devine toujours une puissante impulsion intérieure. C'est le secret de l'art antique. Vous, peintre, observez la même réalité en profondeur. Regardez par exemple un portrait peint par Ravel. Quand ce maître représente un personnage de face, il fait fuir obliquement la poitrine et c'est ainsi qu'il donne l'illusion de la troisième dimension. Tous les grands peintres sont de l'espace. C'est dans la notion d'épaisseur que réside leur force. Souvenez-vous de ceci. Il n'y a pas de traits, il n'y a que des volumes. Quand vous dessinez, ne vous préoccupez jamais du contour mais du relief. C'est le relief qui régit le contour. Exercez-vous sans relâche. Il faut vous rompre au métier. L'art n'est que sentiment. Et sans la science des volumes, des proportions, des couleurs, sans l'adresse de la main, le sentiment le plus vif est paralysé. Que deviendrait le plus grand poète dans un pays étranger dont il ignorerait la langue ? Dans la nouvelle génération d'artistes, il y a nombre de poètes qui malheureusement refusent d'apprendre à parler. Aussi ne font-ils que balbutier. De la patience. Ne comptez pas sur l'inspiration, elle n'existe pas. Les seules qualités de l'artiste sont sagesse, attention, sincérité, volonté. Accomplissez votre besogne comme d'honnêtes ouvriers. Soyez vrais, jeunes gens, mais cela ne signifie pas soyez platement exacts. Il y a une basse exactitude, celle de la photographie et du moulage. L'art ne commence qu'avec la vérité intérieure. Que toutes vos formes, toutes vos couleurs traduisent des sentiments. L'artiste qui se contente du trompe-l'œil et qui reproduit servilement des détails sans valeur ne sera jamais un maître. Soyez profondément, farouchement véridique. N'hésitez jamais à exprimer ce que vous sentez, même quand vous vous trouvez en opposition avec les idées reçues. Peut-être ne serez-vous pas compris tout d'abord, mais votre isolement sera de courte durée. Les amis viendront bientôt à vous car ce qui est profondément vrai pour un homme l'est pour tous. Pourtant, pas de grimaces, pas de contorsion pour attirer le public, de la simplicité, de la naïveté. Les plus beaux sujets se trouvent devant vous. Ce sont ceux que vous connaissez le mieux. Les mauvais artistes chaussent toujours les lunettes d'autrui. Le grand point est d'être ému, d'aimer, d'espérer, de frémir, de vivre. Être homme avant d'être artiste. La vraie éloquence se moque de l'éloquence. Le vrai art se moque de l'art. Accueillez les critiques justes, vous les reconnaîtrez facilement. Ce sont celles qui vous confirmeront dans un doute dont vous êtes assiégé. Ne vous laissez pas entamer par celles que votre conscience n'admet pas. Ne redoutez pas les critiques injustes, elles révolteront vos amis et les forceront à réfléchir sur la sympathie qu'ils vous portent et ils l'afficheront plus résolument quand ils en discerneront mieux les motifs. Si votre talent est neuf, vous ne compterez d'abord que peu de partisans et vous aurez une foule d'ennemis. Ne vous découragez pas, les premiers triompheront, car ils savent pourquoi ils vous aiment, les autres ignorent pourquoi vous leur êtes odieux.
Les premiers sont passionnés pour la vérité et lui recrutent sans cesse de nouveaux adhérents. Les autres ne témoignent d'aucun zèle durable pour leur opinion fausse. Les premiers sont tenaces, les autres tournent à tous les vents. La victoire de la vérité est certaine. Ne perdez pas votre temps à nouer des relations mondaines ou politiques. Vous verrez beaucoup de vos confrères arriver par l'intrigue aux honneurs et à la fortune. Ce ne sont pas de vrais artistes. Certains d'entre eux sont cependant très intelligents. Et si vous entreprenez de lutter avec eux sur leur terrain, vous consumerez autant de temps qu'eux-mêmes, c'est-à-dire toute votre existence. Il ne vous restera donc plus une minute pour être artiste. Aimez passionnément votre mission. Il n'en est pas de plus belle. Elle est beaucoup plus haute que le vulgaire ne le croit. L'artiste donne un grand exemple. Il adore son métier. Sa plus précieuse récompense est la joie de bien faire. Actuellement, hélas, on persuade aux ouvriers pour leur malheur de haïr leur travail et de le saboter. Le monde ne sera heureux que quand tous les hommes auront des âmes d'artistes, c'est-à-dire que tous prendront plaisir à leur tâche. L'art est une magnifique leçon de sincérité. Le véritable artiste exprime toujours ce qu'il pense, au risque de bousculer tous les préjugés établis. Il enseigne ainsi la franchise à ses semblables. Or, imagine-t-on quel merveilleux progrès serait tout à coup réalisé si la vérité absolue régnait parmi les hommes. Ah, comme la société se développerait des erreurs et des laideurs qu'elle aurait avouées, et avec quelle rapidité des erreurs et des laideurs qu'elle aurait avouées, et avec quelle rapidité notre terre